Bonjour à tous. Donc je vais tenter de relever le défi de vous présenter une espèce qui nous est chère. Cette espèce, le chêne, qui est l'arbre royal par excellence, celui qui était notamment dans les illustrations et les représentations des scènes de chasse de nos rois lorsqu'ils allaient chasser le cerf en forêt. C'est une espèce vraiment emblématique et je vais tenter de relever le défi de vous expliquer un petit peu mieux ce qu'est le chêne, parce que c'est vrai que voilà, c'est un arbre bien ancré dans le sol. On a un peu tendance à imaginer que les arbres, du coup, se vivent assez tranquillement, qu'il leur arrive pas grand-chose, qu'ils poussent tout doucement, mais en réalité, ils doivent faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à passer le temps. Mais pour vous en parler, je vais d'abord commencer par vous raconter l'histoire de ma rencontre avec le chêne qui était à l'image. C'est un chêne que j'ai rencontré à l'adolescence. Et pour rien vous cacher, voilà, j'habite pas très loin de la forêt de Rambouillet en Île-de-France. Moi, j'habitais à l'époque en Vallée de l'Eure. Et puis, j'allais régulièrement m'évader, en pleine adolescence, vous voyez, période un petit peu compliquée, j'allais m'évader en forêt de Rambouillet. Et notamment, je prenais certains chemins qui pouvaient être un peu difficiles. Et puis après avoir traversé une zone de chemin sableux, très difficile à parcourir, notamment pour ceux qui font du vélo, vous savez à quel point pédaler dans le sable, c'est un peu compliqué. Et j'arrive sur une zone avec de la boue au moment où la chaîne de mon vélo a sauté. J'ai déraillé. Et j'ai déraillé au pied d'un paysage un petit peu particulier. Et en levant la tête, c'est vrai que assez vite, voilà, j'ai ressenti une forme d'apaisement, une forme de bienveillance de ce lieu qui était prêt à m'accueillir. Sur le coup, il fallait que je continue ma promenade, mais j'ai eu envie d'y revenir régulièrement pour profiter complètement de ce paysage forestier qui se déroule devant vous et qui m'a amené après à venir au pied d'un arbre. Mais ça allait pas, j'étais pas bien positionné, d'un deuxième, d'un hêtre, parce qu'il y a des hêtres dans ce secteur. Et malgré l'écorce bien lisse qui paraît très attractive, contre laquelle on peut se poser, finalement, je m'y sentais pas suffisamment bien. Et puis, c'est plutôt au pied d'un chêne que j'ai décidé de m'installer. Et en particulier de celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il avait un empattement. Vous voyez cette zone d'insertion des racines avec le tronc au moment où le tronc s'engage dans le sol. Et il y avait sur le côté, ici à droite, vous voyez de l'empattement de cet arbre, il y avait un écartement racinaire qui me permettait de m'installer et de me sentir comme dans un fauteuil. Alors, je peux vous dire que je ne me suis pas privé d'y revenir. Et c'est progressivement que j'ai appris à faire connaissance avec ce chêne, à mieux comprendre qui il était. Alors il est vrai, on ne peut pas se le cacher, qu'on sait aujourd'hui qu'on a besoin de nos forêts. Pour tout un tas de raisons, je vais vous les expliquer. Mais nos forêts, sachez, et en particulier d'ailleurs depuis la crise que l'on vit depuis 2 ans, sont tellement attractives qu'on va s'y réfugier. On en a besoin. On compte lors des années normales jusqu'à 700 millions de visites par an dans nos forêts. Alors certaines personnes y vont 1 ou 2 fois par an, d'autres y vont absolument tous les jours. Ça aboutit à 700 millions. Les années de crise comme celle qu'on est en train de vivre, ça peut monter jusqu'à 1 milliard de visites par an dans nos forêts en France métropolitaine. C'est considérable. Et pourquoi ? Eh bien, simplement parce que vous voyez, ce type de paysage fleuri est un paysage suffisamment attractif, suffisamment apaisant pour qu'on s'y sente bien. On peut même aller, dans certains cas, jusqu'à aller méditer dans nos forêts, profiter d'un moment de ressourcement pour se reconnecter d'ailleurs avec soi-même. Et tout ça, en fait, c'est lié à tout un tas de processus. Vous verrez, au fil de la présentation, qu'effectivement, nos forêts, et en particulier les arbres, et tout particulièrement les chênes, ont des propriétés qu'ils nous font réellement du bien quand on va les côtoyer. Mais tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas quelque chose qui coule de source dès le départ. En réalité, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de quelle était l'histoire qui avait abouti à la forêt dans laquelle vous vous promenez ? Contrairement à ce qu'on imagine, il y a très longtemps, aux alentours des années 1800, le seul 17% du territoire métropolitain était forestier.
Aujourd'hui, 31% du territoire métropolitain est forestier. En 1857, limite basse de la forêt, seuls 13% du territoire métropolitain était forestier. Donc, nos forêts ont évolué, leurs paysages ont changé. Et finalement, le chêne au pied duquel je vais me ressourcer, j'ai estimé son âge à 240 ans environ, est né dans un univers qui ressemblait probablement à de la lande boisée. Et avant qu'il puisse prendre racine, il a dû d'abord affronter des événements assez compliqués pour lui. Car sachez qu'un gland tel que vous le voyez là est très appétissant pour tout un tas d'animaux, des cochons. Avant la Révolution française, il y avait un droit accordé aux paysans pour qu'ils puissent emmener leurs animaux pâturer en forêt. Alors imaginez, c'est hors de cochons qu'on amenait en forêt pour se nourrir notamment des glands qui sont très très riches en protéines. C'était quelque chose de particulièrement compliqué du coup pour nos jeunes chênes encore sous l'état de glands. Et puis il n'était pas le seul, des insectes viennent aussi percer pour que les larves puissent se nourrir de tout l'amidon qui se trouve à l'intérieur du gland. Donc il faut, avant qu'il puisse prendre racine, qu'il puisse affronter les difficultés d'accès au milieu et notamment l'appétit de tout un tas d'animaux qui ne pensent qu'à une chose, c'est s'en nourrir. Alors, la technique trouvée par les arbres, elle est assez simple, c'est une technique dont le terme générique s'appelle le masting. Ça consiste en quoi? Imaginez la possibilité pour notre chêne de produire des graines qui vont perdurer dans le temps. Sauf que, comme je vous le disais, ils peuvent être grignotés, notamment par le petit animal que vous avez sur le dessin ici, le mulot. Le mulot sylvestre, qui a la propriété de se nourrir des glands, de faire des caches, ou alors d'en manger ici ou là. À un moment donné, notre chêne va produire énormément de glands. C'est ce que vous avez sur l'image de droite. Il va en produire en telle quantité que les petits animaux comme le mulot ne sont pas en capacité de tout dévorer. Alors le mulot, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en transporter, il va se faire des caches pour l'hiver. Pendant ce temps, les autres vont se faire dévorer. L'arbre qui va produire ces graines répond à à deux stimuli qui sont liés à la température. Il faut qu'au mois d'avril, la température moyenne soit supérieure à 11 degrés. Mais par ailleurs, il faut que la température de ce mois d'avril ait une moyenne de température, donc toujours de 11 degrés, supérieure à l'année précédente. Si les deux conditions sont en œuvre, alors l'arbre va produire énormément de graines dans le courant de l'année. À ce moment-là, il y a une certaine quantité de mulots, une certaine quantité de prédateurs. Les prédateurs, voyant qu'ils ont beaucoup de graines, vont beaucoup se reproduire. Et à la fin de l'année, ils vont être prêts à recevoir la grande quantité de glands que la nature va pourvoir. Enfin, elle va leur fournir énormément de graines. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Notre chêne, à ce moment-là, ne produit pas de graines l'année suivante. Et les populations d'herbivores ou d'animaux, comme les rongeurs susceptibles de manger les graines, vont s'effondrer. L'année suivante, dans bien des cas, l'arbre ne produit toujours pas de graines. Il va retenir sa production de graines jusqu'au moment où les populations de rongeurs vont être tellement basses que les arbres vont être en capacité de reproduire des graines qui vont du coup arriver au moment où les populations de rongeurs vont être les plus basses dans l'environnement, permettant à ce moment-là à toute une cohorte de glands de germer et ainsi de prendre racine au milieu du feuillage qui se trouve au sol. Une fois que beaucoup d'entre eux vont pouvoir se développer, vont pouvoir prendre racine, alors chacun d'eux va être soumis à un autre phénomène, un phénomène de compétition et de concurrence. Car imaginez-vous bien que là, on a donc, vous voyez, plein de petites tiges qui sortent, et il peut y en avoir parfois plusieurs centaines par mètre carré. Mais dans nos forêts de chênes, on n'a pas plusieurs chênes par mètre carré, on est bien d'accord. À la fin, il en restera un seul. La sélection
elle va s'opérer de différentes manières. Il suffit qu'il y en ait un qui monte suffisamment haut, qu'il dépasse les autres pour qu'il puisse prendre toute sa place par rapport aux autres. Et là, vous voyez sur l'image de droite, il y en a un qui semble se dessiner un petit peu plus que les autres. Et puis à gauche, vous avez une autre image, notamment celui de notre chêne qui a produit ses racines, qui s'enfoncent progressivement dans le sol pour aller chercher toute la nourriture dont il a besoin, les oligo-éléments, l'eau notamment, qui lui sont absolument indispensables. Seulement voilà, par rapport à tous les autres petits chênes, pour que notre chêne survive et puisse émerger, il faut qu'il se fasse aider. Car tous les oligo-éléments dont peut avoir besoin notre chêne, l'azote, le phosphore, pourquoi pas le potassium, ou d'autres minéraux comme ça, peuvent être dispersés sous forme de petits nodules un petit peu partout dans le sol. Mais il faut que la racine elle y ait accès assez facilement. Et puis il faut que l'arbre soit en capacité d'aller chercher l'eau là où elle se trouve. Pour ça, il se fait aider d'un champignon. Le schéma que vous avez là correspond dans le tube principal vertical à la racine. Et les tout petits traits fins que vous voyez, ce sont les petits filaments qu'on appelle les filaments mycorhiziens. Les champignons qu'on va cueillir notamment à l'automne, en réalité, ils ont, ça ne correspond qu'à la fructification du champignon. Mais dans le sol, ils sont présents absolument partout, dans tout le volume forestier. Et notamment, comme vous l'avez là, les petits filaments sont présents dans l'intégralité du volume, au point qu'on peut compter parfois jusque 1 kilomètre de petits filaments dans seulement 1 mètre cube de terre à l'intérieur du sol. Et plusieurs espèces de champignons comme ça peuvent s'imbriquer et se chevaucher les uns par rapport aux autres. Eux, étant présents absolument partout, ils ont accès aux différents minéraux et à toute l'eau dont l'arbre a besoin. Et ces différents éléments vont être amenés jusqu'à l'arbre, qui lui va ensuite faire monter l'eau et cette sève qu'on dit brute, chargée en éléments minéraux, jusqu'aux feuilles. La feuille, on en reparlera un petit peu après, va fabriquer la photosynthèse et va relarguer tout un tas d'éléments indispensables à la croissance de l'arbre. Du bois, les molécules de bois, pour que l'arbre puisse grossir, les molécules nécessaires à la croissance des feuilles, et puis aussi des sucres, qui vont être utiles notamment pour faire des réserves, de manière à ce que l'arbre fabrique notamment des fruits, mais à ce qu'il puisse aussi, un petit peu plus tard, notamment l'année suivante, fabriquer de nouvelles feuilles. Au tout début, au moment de ce qu'on appelle le débourrement. Là aussi, le débourrement, on en reparlera tout à l'heure. Seulement, tous ces sucres arrivent jusqu'aux racines. Et une fois qu'elles arrivent jusqu'aux racines, elles sont redistribuées à l'ensemble du système mycorhizien qui se trouve en bas. Car notre champignon est incapable de synthétiser des sucres et donc de croître sans l'aide des sucres de nos végétaux. Et donc, quand on parle du système Internet qui se trouve dans le sous-sol via le système mycorhizien, en réalité, ça va beaucoup plus loin, car à la fois par l'intermédiaire de ce système-là, bien sûr, des sucres circulent. Ces sucres peuvent, par les mycorhizes, être transportés jusqu'à un arbre voisin, à tel point d'ailleurs de l'aider et de le soutenir. Peut-être avez-vous déjà remarqué en forêt une souche liée à un arbre qui a été coupé, et pourtant sur le côté, l'arbre va rejeter. On dit qu'il rejette parce qu'il va former des feuilles, puis des tiges à partir de la bordure de la souche initiale. Pourtant, l'arbre ayant été coupé, il n'a plus la possibilité de fabriquer notamment des feuilles, de fabriquer de la tige, parce qu'il n'a plus les réserves nécessaires pour le faire. Très probablement, c'est parce que cet arbre est connecté par le système racinaire aux arbres voisins, et il bénéficie de l'apport en sucre et en différents nutriments fabriqués par l'arbre voisin à destination de lui-même, mais aussi des champignons mycorhiziens qui se trouvent dans le sol. C'est assez magique. Le deuxième élément qui est indispensable, notamment pour la croissance de notre bébé chêne, ça va être l'accès à la lumière. La lumière est un élément qui est absolument fondamental. Alors je vais faire appel à vos souvenirs de biologie quand vous étiez au collège, notamment pour vous parler un tout petit peu de la photosynthèse. En fait, la lumière est un moteur tel que si l'arbre y a accès, il a la possibilité effectivement de gagner la hauteur.
La seule limite pour lui, ça va être la capacité d'affréter l'eau de la sève brute jusqu'en haut. Au moment où il n'y arrivera plus, alors à ce moment-là, il va s'arrêter. Mais pour autant, notre chêne, quand il va commencer à développer ses premières feuilles, dont on parlait tout à l'heure, il va notamment développer un organite particulier qu'on appelle le chloroplaste. C'est une usine chimique absolument extraordinaire qui fabrique absolument tout. Mais elle a besoin impérativement de la lumière. Et vous le verrez tout à l'heure, là aussi, je maintiens un peu le suspense, vous verrez tout à l'heure qu'en réalité, cet organite va fabriquer à la fois tous les éléments, les sucres, le bois qui est nécessaire à la croissance de l'arbre, mais aussi d'autres éléments qui lui sont indispensables pour sa survie. Quand les deux conditions sont requises, là, il va pouvoir croître, il va pouvoir pousser. Seulement, mettez-vous à la place des grands chênes que vous avez aujourd'hui, mais dans les temps anciens, au moment où ils étaient petits, quand ils ne faisaient que 30, 50 cm de hauteur, voire 1 mètre de hauteur, ils étaient soumis à des risques énormes, alors qu'ils ne sont plus confrontés au risque d'être mangés par des cochons, par des insectes, pourquoi pas par le mulot qu'on voyait tout à l'heure. Ils sont soumis à un autre risque, celui de l'herbivorie, car des animaux comme le cerf, qui étaient présents dans nos forêts, sont amenés à grignoter. Jusqu'à 2 mètres de hauteur, ils peuvent accéder à toutes les feuilles. Il a donc fallu qu'à un moment, notre chêne bénéficie d'une autre aide pour pouvoir sortir du système dans lequel il avait pris racine. Et pour ça, il a bénéficié notamment d'un atout considérable. Un atout, un semi-ligneux, on l'appelle comme ça, qu'on n'aime pas trop généralement quand on se promène en forêt, notamment dans le sous-bois, la ronce. Et vous voyez notamment sur l'image de gauche, un petit roncier avec donc ces tiges bardées d'épines qui limitent l'accès pour un animal, l'homme par exemple qui irait chercher des champignons, mais aussi pour un herbivore comme le cerf qui n'aime pas trop aller au milieu du roncier pour aller grignoter, pourquoi pas un chêne qui tenterait de sortir. Alors, très probablement, comme sur l'image de droite, notre chêne, à un moment, a été protégé par la ronce et il a pu commencer à croître. Jusqu'au moment où il a été bloqué, il n'avait plus la possibilité de sortir. Et là, la ronce, qui était devenue un atout pour lui, était pas loin de devenir son fossoyeur. Il a fallu, à un moment, une petite aide. Sachez que, alors que il était autorisé pour les paysans de venir en forêt pour laisser pâturer leurs animaux, il y avait par contre une obligation, une forme d'impôt, qui obligeait ces fameux paysans à venir dans les paysages et avec un petit outil coupant, une petite serpe, de couper et de dégager un peu la ronce pour permettre aux jeunes chênes de sortir. Et très probablement, c'est ce qui s'est passé pour la zone où se trouve mon chêne Quercus. Maintenant, j'ai envie de vous parler exactement de ce qu'est le chêne, de ce qu'est un chêne. Pour qu'un chêne puisse grandir, qu'il puisse croître et prendre complètement sa place dans un paysage, comme je vous disais, il lui faut des nutriments, il lui faut de la lumière. Mais est-ce que vous savez exactement comment ça marche ? On s'est rendu compte que chacune des branches, comme là vous les avez sur la petite image que vous avez notamment sur le chêne de droite, vous avez différentes branches latérales qui prennent une certaine forme. Pour que l'eau arrive chargée en nutriments jusque-là, il faut qu'elle soit poussée pour arriver jusqu'aux feuilles. Le problème, c'est qu'un arbre, il n'a pas, comme nous, un système centralisé. Il n'y a pas de cœur qui va pousser les fluides du cœur jusqu'aux différents organes. En réalité, ça s'appuie sur 3 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que quand notre arbre soutire des oligoéléments et de l'eau arrive à l'intérieur du conduit, des vaisseaux conducteurs de sève, qui sont principalement composés d'une substance de bois. En réalité, le bois est composé de 3 éléments. La cellulose, la lignine et l'hémicellulose. L'hémicellulose est un liant entre la lignine et la cellulose. La lignine, c'est une petite molécule, elle n'est pas si petite que ça d'ailleurs, elle est assez grosse, mais qui a une propriété. Elle est hydrofuge. Elle fait fuir l'eau et elle pousse l'eau à l'intérieur du vaisseau. Voilà, l'eau, en fait, chargée en oligoéléments, ne peut pas rester contre le vaisseau conducteur de sève.
Mais en plus de ça, il y a une deuxième propriété qui permet à l'eau de continuer à monter. C'est l'osmose. Alors ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Pour les amateurs de pastis, quand vous servez un verre de pastis, d'abord vous mettez le pastis, puis vous mettez l'eau, tout ça, ça se mélange. C'est une propriété des liquides qui vise le plus possible à tenter d'atteindre l'osmose, c'est-à-dire de mélanger l'intégralité des liquides, parce que les liquides trop chargés chimiquement, du coup, on cherche à se rééquilibrer avec les apports en eau. C'est exactement ce qui se passe au sein de l'arbre. Quand l'arbre commence à sortir les premières feuilles, il fabrique notamment, ce que je vous disais tout à l'heure, des molécules de bois, du sucre, de l'amidon qui redescend. Mais du coup, là-haut, c'est très chargé moléculairement. Alors que nos oligoéléments sont des molécules très simples, des atomes parfois très simples, qui montent tout simplement par la sève. De proche en proche, plus on se rapproche du feuillage, plus la sève est chargée chimiquement, et ça incite ainsi les molécules, par la recherche de l'osmose, à gagner le sommet de l'arbre. Et il y a un troisième élément. Le troisième élément, c'est que notre chêne utilise l'eau, bien sûr, qui remonte de la sève, pour la fabrication des différents éléments constitutifs du bois, des feuilles, etc. Mais bien généralement, il n'a pas besoin de l'eau en tant que telle. Donc l'eau, elle arrive, elle est transformée, puis après, elle est resynthétisée, refabriquée et larguée par l'intermédiaire des feuilles des arbres. En réalité, sur les feuilles des arbres, il y a ce qu'on appelle des stomates, des petites fenêtres ouvertes sur l'atmosphère. Ça permet à l'arbre de capter le carbone atmosphérique qui est utilisé lors de la photosynthèse pour fabriquer les sucres et l'amidon dont on parlait tout à l'heure. Mais ça permet aussi de relarguer des déchets, et notamment la vapeur d'eau, dont je vous parle, qui contribue à adoucir le sous-bois. Et là, presque par rapport à ce que je vous disais en introduction dans l'enquête sur pourquoi on se sent si bien en forêt, l'un des éléments, c'est le fait que les arbres relarguent beaucoup d'eau. Et c'est comme ça que, du coup, nos arbres contribuent à la régulation thermique de notre environnement. En relarguant de la vapeur d'eau, ils adoucissent complètement notre atmosphère. Et bien sûr, ils relarguent un deuxième déchet, en tout cas pour lui, c'est un déchet, l'oxygène qu'on respire. Voilà, donc du coup, c'est très important pour lui d'arriver à atteindre ça. Et c'est le cumul des trois, à la fois l'évapotranspiration qui permet de relarguer les molécules, l'osmose, et donc en premier lieu la constitution des vaisseaux qui contribuent à la sève, enfin qui contribuent à aider la sève à monter jusqu'au sommet de l'arbre. Une particularité quand même chez le chêne, comme vous pouvez le voir là, je vous le disais en introduction là, de ce que je viens de vous expliquer, c'est que les branches sont constituées d'un bloc de feuilles bien individualisés les uns des autres. On s'est rendu compte assez récemment que dans bien des cas, au bout des feuilles, enfin au bout des branches, il y avait une expression du patrimoine génétique totalement adaptée à la situation dans laquelle se trouvait notre arbre. Et particulièrement où se trouvait la branche de l'arbre. Imaginez une branche qui est exposée en plein soleil, plein sud, et une autre branche qui, elle, se trouve plein nord. Elle ne va pas tout à fait être soumise aux mêmes contraintes. Il y en a une qui va bénéficier de la lumière directe le plus souvent possible, alors que de l'autre côté, l'accès à la lumière va être un petit peu plus délicate et un petit peu plus compliqué. On s'est rendu compte du coup qu'il y avait une expression génétique des branches qui était un petit peu différenciée. Alors il y a des chercheurs qui ont commencé à fouiller un tout petit peu. Et là, alors je vous avoue que même pour moi ça a été un peu un choc parce que ça a remis un peu en question la manière dont on pouvait apprécier un arbre, dont on pouvait considérer un arbre. C'est qu'on s'est rendu compte qu'en réalité chacune des branches exprimait tellement par son patrimoine génétique et ensuite l'expression phénotypique, c'est-à-dire l'expression visuelle qu'on a et le fonctionnement qu'on peut observer de chacune des branches, chaque branche se développe de manière totalement indépendante des autres. Ce qui implique qu'un arbre n'est pas un individu, mais en réalité une multitude d'individus, une multitude de branches qui s'associent parce qu'elles dépendent toutes d'un même tronc et d'un même système racinaire. Mais chaque branche est totalement indépendante. Et c'est ce qui fait aussi qu'à la limite, dans certains cas, et c'est particulièrement vrai chez le chêne, un chêne peut se débarrasser d'une branche, une branche peut mourir, notamment une branche basse, elle peut tomber sans que ça remette en question l'intégrité même de l'arbre,
parce que les autres branches étant totalement indépendantes, tant qu'elles ont accès à de la sève d'un côté et puis à la lumière de l'autre, ça leur pose aucun problème qu'il y ait une des branches qui ait disparu. Voilà. Ça fait un choc. En tout cas, moi, ça m'a fait un choc. Une autre propriété aussi des arbres, et en particulier du chêne, vous voyez sur l'image que je viens de vous montrer que notre chêne avait une particularité, qui est d'ailleurs bien représentée sur le dessin d'Arnaud, que je salue, qui nous fait pousser un chêne au fur et à mesure, et vous voyez bien, là c'est visible sur les branches du dessin, chaque branche est bien individualisée l'une de l'autre, et si vous prenez notamment d'ailleurs les deux branches qui se trouvent à droite du dessin d'Arnaud, vous constatez une petite séparation, qui elle aussi est visible sur l'image que je viens de vous présenter. Cette petite séparation est liée au fait que nos chênes aient conscience, alors attention, ils n'ont pas de cerveau, on est bien d'accord, mais ils ont plein de récepteurs au bout des feuilles qui les renseignent sur la présence d'une autre branche, que cette branche appartienne à la communauté arbre ou qu'elle appartienne à un arbre voisin. C'est un processus qu'on appelle la timidité, et oui, les arbres peuvent être timides, ils ne le sont pas tous, hein, mais dans nos forêts, le chêne particulièrement est timide et respecte une petite zone de non-agression. Alors il y a aussi un intérêt à ça. C'est qu'à partir du moment où on évite de toucher l'arbre voisin, en cas de vent, on limite les risques de blessures, voire de gros dégâts qui mettraient à mal une branche en risquant de l'abîmer et de la faire tomber. Mais donc c'est quand même un processus qui est assez particulier. Maintenant, on va aborder un autre sujet qui explique la raison pour laquelle on se sent si bien quand on va en forêt. On va imaginer qu'on est au printemps, fin avril, début mai. Alors, chez moi, plutôt début mai. Chez vous, plutôt mi-avril, fin avril, parce que vous êtes un petit peu plus au sud et que du coup, les choses arrivent un petit peu plus tôt chez vous, à Lyon. Mais imaginez, le bourgeon commence à éclater, il commence à se charger, la sève commence à monter tout doucement jusqu'au bourgeon. Le bourgeon éclate, la première feuille sort, comme vous pouvez voir sur la photo ici à l'image. Cette feuille, elle est très tendre, vous la voyez, elle est très verte, on sent qu'elle est toute neuve. Et très vite, il se passe un phénomène un peu particulier, des trous apparaissent. Imaginez, vous êtes fin avril, début mai, vous vous promenez dans une forêt à côté de chez vous, une forêt de chênes, grand ciel bleu, il n'y a pas de vent, il ne pleut pas et pourtant vous avez quand même l'impression d'entendre qu'il pleut. En réalité, il pleut des crottes d'un animal que je vous présente maintenant, la tordeuse verte du chêne. C'est une petite chenille qui va donner naissance au petit papillon que vous avez sur la photo à droite. En fait, cette petite chenille, elle est vraiment très spécifique du chêne et on la trouve parfois en quantité assez importante. Imaginez, certains printemps, on peut compter plusieurs centaines de milliers de tordeuses vertes du chêne sur un seul hectare de chênaies. C'est considérable. Ça engendre quoi ? Ça engendre la nécessité pour notre chêne de se défendre. Dès que la chenille va commencer à grignoter, elle va émerger, elle va aller à l'intérieur du bourgeon, se nourrir des premières feuilles, sortir pour aller sur les feuilles déjà un petit peu mieux construites. Et elle va commencer à grignoter en faisant des trous. Comme ici, vous voyez, juste sur la gauche de la chenille, un trou a commencé à apparaître. Elle a mangé le limbe de la feuille, qui est hyper tendre. Elle grandit très vite. Alors notre chêne réagit. En fait, il est capable de détecter qu'il est en train de se faire manger par une chenille, parce qu'il a des petits récepteurs qui le lui indiquent. Et ça se traduit par une réaction immédiate qui est de changer la concentration en potassium et en azote des feuilles pour perturber le système digestif de la chenille. Alors, vous imaginez la perturbation du système digestif de la chenille. En fait, la concentration en nutriments va rendre notamment le limbe de la feuille un petit peu moins digeste. Mais ça suffit pas, on est bien d'accord ? Il va falloir utiliser d'autres moyens. Revenons au chloroplaste dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'usine chimique permettant de fabriquer les nutriments et le bois nécessaires à la croissance de l'arbre. Ce chloroplaste reçoit l'information que la feuille est attaquée. Et à ce moment-là, il est sollicité pour fabriquer d'autres molécules, qu'on appelle des tannins. Les tannins, c'est des molécules très lourdes qui, là, pour le coup, sont très, 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 très compliquées à digérer
pour la chenille et qui vont totalement ralentir sa croissance. Faut imaginer, voilà, c'est comme si vous mettiez à manger du bois ou alors une peau de banane ou quelque chose comme ça. Je pense que la digestion serait particulièrement compliquée. Eh ben, pour la chenille, ça revient exactement au même. Et du coup, elle est en difficulté pour réussir à grignoter et à digérer la feuille qui devient en plus beaucoup plus dure à attaquer, quoi. Donc, notre chenille en vient à ralentir complètement sa croissance. Et c'est comme ça que le chêne arrive à se défendre. Seulement, ça peut mettre du temps. C'est-à-dire que notre chenille, le temps que notre arbre, que notre feuille attaquée se mette à fabriquer ces différents éléments, ça peut prendre un petit peu de temps. Et pendant ce temps, notre chenille, voilà, elle peut continuer à grignoter, elle peut continuer à grossir et à grandir. Il faut donc que la première feuille qui est attaquée prévienne les autres feuilles de l'arbre qu'une attaque est en cours, et en particulier une attaque de chenille tordeuse verte du chêne. Pour ça, elle émet à ce moment-là d'autres molécules. Certaines peuvent circuler par la sève, mais imaginez, par rapport à ce que je vous ai expliqué sur la structure de l'arbre, la feuille complètement à l'est de l'arbre et commence à être attaquée. Elle émet la molécule qu'elle transmet par la sève, sauf que, comme je vous le disais, il n'y a pas de système centralisé. Donc la molécule va transiter sur la branche, descendre le long du tronc, arriver dans le système racinaire, se disperser dans le mycélium un peu au hasard, pour arriver à la branche complètement opposée, pour prévenir, en remontant le long du tronc, qu'il y a une attaque de chenille tordeuse verte du chêne de l'autre côté, mais ça peut prendre tellement de temps que la molécule en question peut mettre 2 à 3 jours à arriver. Beaucoup trop long. Et puis, il faut que ça arrive à toutes les branches. Donc, notre arbre a imaginé un autre système, c'est de fabriquer des molécules volatiles, des alcaloïdes. Alors, il y en a plein, de plein de sortes. Je vais vous en citer quelques noms, parce que les scientifiques aiment bien inventer des noms bizarres. Des alpha-pinènes, des bêta-pinènes, des terpènes, des triterpènes, des biterpènes, des carotènes, des huiles essentielles. En fait, il y en a de toutes sortes. Ces molécules sont volatiles et se dispersent de proche en proche. Et ça va vite, du coup. Un petit coup de vent, et ça y est, tout de suite, ça vient sur les autres feuilles voisines, qui détectent l'information et la traduisent précisément pour, 1, changer la concentration en potassium et autres nutriments, 2, fabriquer des tanins, 3, fabriquer aussi d'autres alcaloïdes qui vont se disperser dans l'espace pour permettre de renseigner l'arbre qu'il fait l'objet d'une attaque. À partir de ce moment-là, de proche en proche, l'arbre va être en capacité de réagir très très vite. Mais toutes ces molécules, en réalité, qui sont fabriquées, on les appelle des phytoncides et peuvent être embarquées dans le sous-bois. Si elles sont embarquées dans le sous-bois, du coup, n'importe quel animal peut les respirer, nous notamment. Sachez que de respirer tous ces phytoncides a une conséquence, c'est que notre organisme les reconnaît comme des molécules un peu agressives. Et en réaction de ça, il fabrique des cellules tueuses, les lymphocytes NK, qui sont le premier rempart face à toute attaque de virus, de bactéries, etc. Alors c'est ce qui justifie notamment au printemps, quand on va se promener généralement le soir, déjà parce qu'on a fait une petite activité physique, c'était un peu fatigant, mais en plus quand on a respiré ces phytoncides, que notre système immunitaire est en train de réagir, il n'y a aucun danger pour nous, mais du coup ça entraîne une petite fatigue, parce que notre système immunitaire est sollicité. Et puis tout petit dernier élément, la zone qui a été abîmée, si à un moment la chenille a disparu du système, il faut qu'elle cicatrise. Pour cicatriser, la feuille émet un tout petit champ électrique portant des ions négatifs. Ces ions négatifs peuvent eux aussi à un moment s'échapper, arriver dans l'atmosphère, et là, si on les respire, ça entraîne une diminution de la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress chronique qui explique notamment l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi ça nous fait tant de bien d'aller dans des forêts, et en particulier dans les forêts de chênes. Mais ça ne s'arrête pas là. Petit élément un petit peu particulier, c'est que vous voyez là ici le sommet de mon chêne, de Quercus, son houppier, et vous constatez que par rapport à ses voisins, l'émergence de ses feuilles est beaucoup plus tardive. La première année que j'ai remarqué ça, j'ai eu très peur, je me suis dit mince, il est en train de lui arriver un coup dur, et il a du mal à vivre son printemps. Donc petite inquiétude. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, et les connaissances acquises
ces derniers temps, ont montré que certains chênes, particulièrement chez le chêne, on avait un petit retard dans l'émergence des feuilles. Ceci s'explique par le fait que le chêne est capable d'apprendre des événements passés. Et certains individus ayant été par le passé attaqués par des chenilles de tordeuse verte du chêne ont adapté complètement leur rythme saisonnier pour tenir compte de l'émergence possible des tordeuses vertes. Étrangement, en 2021, il n'y a pas eu de tordeuse. Mon chêne a émergé en même temps que les autres. 2020, plein de tordeuses vertes du chêne, et là, il avait 3 semaines de retard. En réalité, comme il est capable de détecter les conditions qui justifient l'émergence des tordeuses, eh ben, il maintient le bourgeon fermé, avec un effet retard. Ça veut dire qu'en retardant comme ça l'émergence des feuilles, du coup, il se limite dans la possibilité de construire les premiers sucres et les premiers matériaux qui vont être nécessaires à la croissance de l'arbre. Mais par contre, il fait une économie parce qu'il n'a pas du tout besoin de consacrer d'énergie à réparer et à refabriquer de nouvelles feuilles à partir des réserves qu'il a accumulées. Parce que notre chenille, elle est calée exactement sur des conditions temporelles. Fin avril, les conditions sont bonnes. Il y a suffisamment de soleil dans l'environnement pour qu'elle sache qu'il est l'heure de sortir parce que les bourgeons de chêne sont en train de s'ouvrir. Et là, nos chenilles de tordeuse qui qui sont issues d'un œuf pondu sur une branche de chêne, de mon chêne, elles sortent toutes, elles arrivent jusqu'au premier bourgeon, protégées par une petite cire qui ne s'ouvre pas et elles meurent de faim. Voilà. Donc nos chênes sont capables d'avoir de la mémoire et de réagir en fonction de la présence d'éléments pouvant leur poser des petits soucis. Malgré tout, il arrive que certains arbres, alors là c'est pas Quercus, je tiens à vous rassurer, c'en est un autre, mais il arrive que certains arbres n'arrivent pas à s'en sortir. Je vous disais tout à l'heure, quand ils sont attaqués, ils produisent des molécules, des terpènes, des pinènes, tout un tas de molécules qui leur permettent de se protéger et d'avertir les arbres voisins qu'ils font l'objet d'une attaque. Mais parfois, l'attaque est tellement sévère qu'ils en émettent énormément. Le fait d'en émettre énormément a une conséquence. C'est que du coup, ils alertent aussi d'autres organismes de la possibilité d'un repas. En particulier, notamment, les gros coléoptères, comme ici, des cérambycidés, les longicornes, ceux à grandes antennes, dont les larves se nourrissent de bois. Et en fait, un petit peu plus loin dans le paysage, de là où se trouve notre chêne, l'un d'eux a senti, via ses antennes, une molécule typique du chêne qui est en train de se défendre et qui avertit les autres en disant « je fais l'objet d'une attaque, je fais l'objet d'une attaque ». Il a remonté le flux, il s'est posé sur l'arbre et ainsi il a commencé à grignoter l'arbre et à pondre de manière à permettre à la larve d'aller jusqu'au bois de cœur. Et c'est comme ça que progressivement, un arbre va devoir lutter jusqu'au moment où malheureusement, la multitude d'embolies liées au fait qu'il est attaqué de partout et que ça atteigne des vaisseaux conducteurs de sève, à un moment, il abandonne la partie, il n'a plus la possibilité de lutter. Alors on pourrait se dire, c'est malheureux comme histoire. Sauf que, autour de ces fameux arbres morts, généralement il se passe plein de choses. Notamment pour une espèce, le pic-et-pêche, que vous avez ici à gauche. Quercus, un petit peu plus haut, en tout cas en hauteur, il y a un trou, qui est assez visible, qui est un trou foré par un pic-et-pêche. Probablement qu'à l'origine, vu la forme, vous voyez, on dirait qu'il y a une petite avancée correspondant à une vieille branche qui, à un moment donné, était abandonnée par l'arbre, elle est tombée, elle commençait à être dégradée, et un pic est arrivé, il a commencé à creuser, et en creusant, il a nettoyé de tous les risques de corruption du bois liés à l'introduction de bactéries, de champignons qui pouvaient dégrader le bois. Donc le pic a fait un nettoyage. Et il a niché, ici. Il a choisi cet endroit parce qu'à proximité, il y avait l'arbre mort que je vous ai montré précédemment. Le pic se nourrit principalement de larves d'insectes qui se nourrissent du bois mort. Et ainsi, notre pic, en réalité, il va avoir foré plusieurs loges. Alors, petite précision,
en réalité, c'est que la femelle de pic, au moment où elle couve, ne peut pas sortir du nid plus de 3 à 4 minutes, parce que si elle excède ce temps-là, les œufs deviennent clairs, ils baissent en température, et du coup, malheureusement, la couvaison ne va pas jusqu'au bout. Donc, Monsieur Pic choisit un endroit à proximité d'un arbre mort pour que Madame Pic ait les conditions requises pour bien vivre en ayant le repas à proximité, la cuisine à proximité de la chambre. C'est quand même bien foutu. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que derrière la présence de notre pic, d'autres animaux peuvent venir. Par exemple, la mésange charbonnière, que notre ami Arnaud va pas tarder à dessiner peut-être, je ne sais pas. Donc la mésange charbonnière, mais aussi une autre espèce, le murin de Bechstein, une petite chauve-souris. Et là, je vais vous décrire une petite chose qu'on a parfois du mal à comprendre. En tout cas, j'ai exposé ce sujet-là à plein de collègues botanistes qui ne savaient pas trop l'expliquer. Quand un pic fore une loge, de manière très étrange, la loge ne se referme pas. Pourtant, dès qu'une branche tombe, dès qu'une blessure apparaît sur un arbre, l'arbre fabrique tout de suite un tissu de recouvrement pour éviter que des germes viennent s'implanter dans le bois pour le dégrader. Ce n'est pas le cas avec le pic. Le trou reste ouvert. Pourquoi ? Les organismes dont je viens de vous montrer les images, la mésange, le murin de Bechstein, dévorent des chenilles de tordeuse verte du chêne, entre autres. Le murin de Bechstein vit en colonie. Les femelles, en fait, se rassemblent au printemps et vivent en colonie de plusieurs dizaines d'individus. Une colonie peut manger au mois de mai 1 250 000 chenilles de tordeuse verte du chêne. Alors en vient la réflexion de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un accord mutuel entre le pic et l'arbre qui laisserait ouverte la loge pour permettre à tous les organismes qui vont lui succéder de jouer leur rôle régulateur des insectes ravageurs du chêne? La question reste ouverte. Et j'en terminerai par un petit élément d'ordre général. Vous avez compris, du coup, qu'en forêt, en réalité, quand on y va, on s'y sent bien. Vous avez compris aussi que ça vaut le coup de se poser et de profiter complètement de ce qui nous entoure, qu'on peut comprendre plein de choses. Et on peut notamment comprendre quelque chose d'essentiel, c'est que la vie d'un arbre, elle ne se suffit pas à elle-même, il est dépendant de tout un tas d'autres organismes et il fait l'objet de très 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 nombreuses interactions avec son environnement, avec nous aussi notamment. Mais du coup tout ça, ça nous rappelle que ces cycles forestiers, on peut les retrouver vraiment à tous les niveaux et on peut s'en inspirer. En tout cas, on ne doit pas les occulter. Et notamment, je vais vous parler de 2 d'entre eux qui me paraissent essentiels pour reconsidérer notre manière d'appréhender les questions d'actualité, notamment le changement climatique. Alors là, vous voyez, il y a 3 éléments. Un insecte, le hanneton. Ensuite, le chêne, enfin ce qu'il en reste là en l'occurrence. Et puis une chauve-souris qui s'appelle la noctule commune. En réalité, la noctule commune est un animal, une chauve-souris qui fait à peu près une 30aine de grammes. Pour vous donner une petite image, c'est en gros les 3 doigts de ma main. Voilà, la taille quand elle est posée. C'est pas si énorme que ça, pourtant c'est l'une des plus grosses chauves-souris qu'on ait en Europe. Pour autant, la noctule, elle a une particularité, c'est qu'elle mange au printemps l'insecte que vous avez là, le hanneton. Le hanneton peut se développer en grande quantité et il est vrai que depuis quelques années, il s'en développe beaucoup, notamment dans plein de forêts de la moitié nord de la France. En réalité, la larve a un cycle de vie de 4 ans, elle s'enterre dans le sol, particulièrement dans des sols un peu sableux, et en s'enterrant dans le sol, elle se protège du gel. Sauf que le réchauffement climatique est tel que les gels deviennent de plus en plus rares dans nos forêts, ce qui induit le fait que les larves ne gèlent plus. Quand la larve va pour sortir, pour donner naissance à ce qu'on appelle l'imago, c'est-à-dire l'insecte adulte, les insectes sortent et vont sur les feuilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les larves mangent les racines des arbres et les adultes viennent se poser sur les feuilles des arbres et en réalité, ils passent l'essentiel de leur journée et des nuits pour grignoter les feuilles. Uniquement à la tombée de la nuit, ils s'extraient un peu des feuilles pour voler et les mâles rejoignent les femelles pour copuler. Mais ça dure un quart d'heure à une demi-heure seulement. Le moment que la noctule choisit pour sortir de ses gîtes dans les arbres, le même type de gîte que celui qu'on a vu tout à l'heure creusé par le pic, et ensuite, du coup, vient manger
plein de hannetons. Et on sait que la noctule joue un rôle de régulation de ces hannetons. Alors pourquoi les hannetons se développent-ils autant, au point que on a pu le constater dans certaines forêts, les arbres dépérissent tellement qu'il m'a été donné de visiter une forêt en Alsace il y a 3 ans, où 150 hectares de vieux chênes étaient tous morts, même les jeunes arbres étaient tous morts. En réalité, les racines étaient mangées et les feuilles des arbres étaient intégralement mangées. Et après 3 campagnes de hannetons, ils n'ont pas résisté à la 3e campagne, ils sont tous morts. En fait, c'est à cause d'un phénomène, le développement éolien. Sachez que notre noctule est l'une des rares chauves-souris à être migratrice, et pas seulement migratrice, mais à rester aussi dans nos paysages au printemps et en été, et à voler jusqu'à un rayon d'action de 15 à 20 km. Seulement le développement éolien est tel qu'on rencontre aujourd'hui des éoliennes dans la plupart de nos régions. Le souci pour la noctule, c'est qu'elle est capable de voler jusqu'à des vents de 35-40 km/h. Et bien généralement, les éoliennes, on les déclenche à partir de 15 km/h. Donc à un moment où l'éolienne est en plein vol. Un autre souci pour notre noctule, c'est qu'en réalité, elle détecte les pales, elle les voit les pales. Sauf que de s'approcher s'approcher un petit peu par moment de la pale, le bout de pale, quand le vent est de 35 à 40 km/h, peut être à plus de 300 km/h. Pour une chauve-souris de 30 grammes, dont le rythme cardiaque est pas loin de 500 à 600 pulsations par minute, la pression est telle qu'en réalité les viscères implosent à l'intérieur de l'animal s'il passe trop près des pales. Et ça contribue à expliquer le fait qu'en 13 ans de temps, c'est la cause essentielle du phénomène, c'est qu'en 13 ans de temps, on a perdu 88% de nos populations de noctules. Avec la perte de ces populations de noctules, étrangement, on facilite l'émergence des hannetons qui mangent les chênes, qui tuent les chênes qui étaient censés capter le carbone. Donc vous voyez le cercle un peu vicieux dans lequel on est entré et qui fait que pour un objectif énergétique et climatique, on est en train de tuer des arbres qui sont censés nous aider à relever le défi climatique. Voilà. On pourra en reparler si vous voulez. Un deuxième phénomène, on a un peu tendance à faire la guerre aux renards. Et les renards, comme d'ailleurs certains petits mustélidés, la fouine, la martre, etc. Mais en réalité, cet animal régule les petits rongeurs, notamment les mulots. Les mulots qui, eux, dépendent complètement du cycle d'émergence des glands. Alors, par rapport au phénomène climatique dont je vous parlais tout à l'heure pour la fabrication des glands, il y a une question qui se pose clairement, qui est de savoir comment vont réagir les chênes dans la production des graines si les printemps sont de plus en plus chauds, comme on est en train de les voir arriver. Alors 2021, c'était un peu particulier, mais 2018, il y a une très belle glandée, 2020, il y a une très belle glandée, normalement le cycle il est plutôt de 3-4 ans, là ça s'est rapproché, mais si le cycle de production des graines devient trop rapproché, à un moment on va maintenir à un niveau élevé la présence des mulots. Et les mulots qui vont consommer les glands, et du coup on aura beaucoup moins de jeunes chênes pour prendre le relais des vieux chênes qui seraient amenés à mourir. Donc vous voyez déjà là, notre cycle il est un peu perturbé. Mais en plus de ça, il y a un autre élément, un vrai phénomène de santé publique. C'est que les mulots font partie du cycle naturel d'une maladie qu'on appelle la maladie de Lyme, qui transite par les tiques. Les tiques, dans leur cycle, passent par les chevreuils, mais aussi donc par les mulots. Et après, on peut être amené à les récolter, notamment à les ramasser quand on est en forêt. Ils nous piquent, ils nous transmettent la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, faut savoir, on parle de pandémie pour d'autres raisons en ce moment, mais la maladie de Lyme, ça touche des dizaines de milliers de personnes chaque année, voire des centaines de milliers, ça dépend à quel chiffre on fait confiance. Mais tout ça pour dire qu'en fait, de tuer le renard, quelque part, ça contribue à perturber le cycle que vous avez là, et on a démontré il y a peu que le renard était un animal qui aidait à limiter le développement des rongeurs et donc des risques vis-à-vis de la maladie de Lyme. Alors maintenant, j'en finirai
J'avais cette diapo-là, mais finalement, je me demande si elle est bien moins riche que le dessin que nous a proposé Arnaud. Et je crois que vous avez ici un très très beau résumé finalement de toute l'histoire que je vous ai racontée autour de la vie d'un chêne. On y trouve tout, le chêne quand il est tout petit, et puis après les différents alliés et les différents compartiments qui sont essentiels à la vie de l'arbre. Donc la prochaine fois que vous irez en forêt, j'espère le printemps prochain, ou même peut-être avant, en tout cas je vous invite à porter particulièrement d'attention aux êtres vivants et en particulier aux arbres qui auront finalement beaucoup de choses à vous dire malgré les apparences. Merci.